Bon, eh bien, merci à vous tous d'être venus. Je crois que le titre de la conférence vous a quelque peu alléché. Eh bien, on est en plein dedans. Je ne dirai pas dans quoi. On assiste depuis les attentats du 11 septembre à une accélération de l'histoire, comme si ceux qui nous gouvernent voulaient forcer la marche vers le nouvel ordre mondial. Rappelez-vous l'injonction quelque peu fort démocratique de M. Nicolas Sarkozy. C'était dans son discours du 16 janvier 2009. On ira ensemble vers cet nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. N'est-ce pas très démocratique, ça? Et si on avait envie de voter non? Eh bien, on vous fera revoter jusqu'au moment où vous voterez oui. C'est ça la démocratie, bien entendu. En fait, c'est toujours la même chose, c'est le vieux rêve des grands jurés de la Révolution dite française qui annonçait déjà, fin du XVIIIe siècle, la République universelle. Et rappelez-vous, je reviens très souvent là-dessus, parce que ce sont des choses qu'il faut marteler, et puis il y a de nouveaux venus qui ne le savent peut-être pas, c'était le titre d'un livre d'un certain Anacharsis Klotz, juif prussien, qui a écrit un livre qui s'appelait La République universelle, ce qui lui a valu le droit de devenir citoyen français. Et c'est très intéressant de noter cela, parce que, en fait, à partir de là, on constate, avec l'avènement des idées, des Lumières, des loges et de ce qu'il y a encore derrière les loges, un changement quant au contenu de la nationalité. La nationalité, il n'appartient plus de droit à ce que l'on appelle la nation héritage, mais devient l'apanage de ceux qui acceptent la nouvelle notion de nation, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler nation-contrat, une nation idéologique. Désormais sont français, particulièrement français, ceux qui acceptent les idées de la Révolution. Les autres, on sait ce qu'il aurait advenu pour la plupart d'entre eux. Or, pour parvenir à leur but, les conjurés du nouvel ordre mondial ont besoin de détruire les nations, sauf une, de métisser les peuples, sauf un, de détruire les religions, sauf une. C'est pas ce que nous vivons aujourd'hui? Devant cette constatation qui repose sur tous les événements de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, une question se pose: pourquoi cette démarche acharnée de génération en génération jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière qui explique cet entêtement dans cette démarche? Et là encore, je vais revenir sur une notion que j'ai répétée dans ces dernières conférences, consacrées au mondialisme déjà, ne serait-ce que pour les nouveaux venus. Il faut revenir au facteur clé pour l'histoire de l'humanité qui a été la venue du Christ. Pourquoi? C'est que, du fait de la nation, de la notion de peuple élu, avec la venue du Christ, qui n'était pas le Messie qu'attendaient les Juifs, ils vont faire un rejet. Ils se trouvaient dépossédés de ce titre. Je me demande bien d'ailleurs d'où venait ce titre de peuple élu. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi. Les curés me diront peut-être que je suis un hérétique. Je voudrais bien qu'on me l'explique. Pourquoi peuple élu dans l'Ancien Testament? Je ne sais pas. N'empêche qu'ils en étaient imbus et que
Déjà à l'époque, il méprisait tous les autres peuples. Et patatras, arrive le Christ, il n'y a plus de peuple élu, ne sont élus que ceux qui acceptent son message. Ah Ah ben, bon, des estiment qui sont volés. Et c'est ça qui explique à la fois leur haine du christianisme et leur démarche constante pour redevenir le peuple élu. Et pour redevenir le peuple élu, il faut qu'ils prennent possession du monde. Tout est là. Je m'excuse de revenir constamment sur cette notion, mais si on n'a pas compris ça, on ne peut pas comprendre tous les faits qui se sont développés depuis lors, qui ne sont qu'une succession d'étapes pour arriver au but final. Et vous comprenez pourquoi le marin Nicolas Sarkozy, vous sortez sa déclaration, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial, et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer, parce que tout est là pour eux. Ils doivent prendre possession du monde et redevenir le peuple élu, le peuple souverain qui dirige tout le monde. Ils s'instituent, et pour eux-mêmes, en tant que peuple juif, et pour l'humanité, le Messie du monde. Le diagnostic de cette paranoïa étant posé, nous allons examiner les étapes de cette lutte contre le christianisme qui a tout de même façonné ce qu'on appelle la civilisation européenne jusqu'à la Révolution dite française. Et on constate, derrière la plupart des hérésies qui très tôt ont touché l'Église, l'erreur, le ferment révolutionnaire du monde juif. On commence, entre autres, avec l'arianisme écrasé par Clovis, à la gnose, qui émerge avec la Renaissance, au protestantisme, puis à la maçonnerie. Toutes ont eu une influence ou une origine directe juive. On retrouve même ferment révolutionnaire dans les invasions arabes venues du Maghreb, et à l'époque c'était ce qu'on appelait la Tingitane, dont Angers était la capitale. Derrière toutes ces invasions, d'abord en péninsule ibérique, et puis jusqu'en France. Je signale à ceux qui voudraient creuser davantage la question le livre de Jean Lombard qui s'appelle « La face cachée de l'histoire moderne ». Vous trouverez beaucoup de références et de citations à ce sujet-là. C'est très intéressant et ça conforte ce que je viens de vous dire. En fait, ça aura été une lutte sourde, cachée, entre les pays de l'Europe chrétienne et les hérésies suscitées par le judaïsme, d'où les expulsions récurrentes des communautés juives de France et dans d'autres pays d'Europe aussi. Là aussi, ce serait une liste à dresser, je crois peut-être pour une prochaine conférence, parce que c'est tout de même assez extraordinaire de voir le nombre de fois où ces gens ont été mis hors des différents pays d'Europe, dont la France. On peut dire ainsi que l'antisémitisme a non seulement pour racine la crucifixion du Christ, mais la démarche constante du judaïsme contre les pays chrétiens et leur usure sur les peuples. Et je ne peux que donner raison, pour une fois, aux Juifs, lorsqu'ils accusent le catholicisme d'être à l'origine de l'antisémitisme. Ils oublient simplement une petite chose, un petit détail, c'est qu'ils en sont la cause première. Et en fait, c'est ce que l'historien juif Bernard Lazare, dans son livre « L'antisémitisme, son histoire et ses causes », qui est paru en 1894, reconnaissait. Je vais vous citer, c'est un petit peu long, mais ça vaut la peine d'entendre ce qu'il disait. C'est très honnête de sa part. Je cite. «
Si l'on veut faire une histoire complète de l'antisémitisme, en n'oubliant aucune des manifestations de ce sentiment, en suivant les phases diverses et les modifications, il faut entreprendre l'histoire d'Israël depuis sa dispersion. Partout où les Juifs se sont établis, partout s'est développé l'antisémitisme. La deuxième constatation va encore plus loin. Si cette hostilité, cette répugnance même, ne s'était exercée vis-à-vis des Juifs qu'en un temps et en un pays, il serait facile de démêler les causes restreintes de ces colères, mais cette race a été au contraire en but à la haine de tous les peuples au milieu desquels ils se sont établis. Il faut donc, puisque les ennemis des Juifs appartenaient aux races les plus diverses, qu'ils vivaient dans des contrées fort éloignées les unes des autres, qu'ils étaient régis par des lois différentes, gouvernés par des principes opposés, qu'ils n'avaient ni les mêmes mœurs, ni les mêmes coutumes, qu'ils étaient animés d'esprits dissemblables, il faut donc que les causes générales de l'antisémitisme aient toujours résidé en Israël, même et non chez ceux qui le combattirent. Y a-t-il plus parfaite démonstration de la question juive? Tout est dit, et c'est un juif qui le fait. Les juifs, par leur attitude, sécrètent l'antisémitisme partout où ils sont, où s'installent. Or, Bernard Lazare n'était pas du tout un juif atypique. Une espèce de nationaliste français, mais juif. Il avait été un fervent partisan de Dreyfus. Mais c'était, comme on le voit, tout de même quelqu'un d'honnête, et qui, en fait, ce qu'il écrit là, c'est un avertissement à ses coreligionnaires en leur disant « Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est vous-même qui attirez sur vous les malheurs qui s'abattent régulièrement, de génération en génération, sur vous. » C'est un avertissement. Voilà un juif antisémite. Parmi les principales étapes de la montée de cette subversion, j'y ai fait allusion il y a quelques instants, il faut dénoncer le rôle de la Renaissance, avec l'émergence de la gnose. La gnose, dont les origines, c'est la Kabbale, le Talmud, ainsi que le protestantisme. Alors là, c'est intéressant à creuser, parce qu'on va voir comment Luther, qui au début est soutenu justement par le monde juif, va, je ne sais pas exactement à quelle occasion, complètement virer sa cutie. Et de philosémite devenir furieusement antisémite. D'où son pamphlet qui s'appelle « Sur les Juifs et leurs mensonges », où il réclamait leur expulsion. Intéressante démarche, intéressant retournement, mais hélas, le mal fait à la chrétienté, et d'ailleurs Rome à l'époque n'était pas exempte de tout reproche, loin de là, et ce ne sera pas la première fois, ni la dernière. Voilà, c'est comme ça que se fait l'histoire, souvent du fait de l'orgueil des uns et des autres, et c'est comme ça, et c'est à nous d'en tirer les leçons. Puis vint l'émergence officielle, je dis bien officielle, de la maçonnerie en Angleterre en 1717, qui allait être l'élément moteur de la Révolution dite française. Et si j'insiste toujours en disant dite française, vous aurez tout de même compris, ceux qui viennent pour la première fois le comprendront, c'est du fait de ses origines maçonniques anglaises et du fait de ses acteurs étrangers, pour une très grande majorité. De toute façon, vous aurez tout ça expliqué, citation à l'appui, dans mon livre « La maçonnerie ». En fait,
la Révolution française fut l'élément majeur, déterminant du début de la conquête du monde juif des pays européens. Européens et puis des États-Unis, mais les États-Unis, comme vous savez, dès le début, ça a été une construction maçonnique. Washington était grand maître de la maçonnerie. Et en plus de ça, il faudra qu'un jour je signale un petit peu ces hauts faits, lors de la guerre contre les Français au Canada, puisqu'il a commencé par être un officier anglais. Ça a été un officier qui s'est distingué par ses traîtrises, ne respectant pas les traités de paix ou les armistices. C'est un homme qui s'est déshonoré. Il faudrait que j'y revienne, citation aussi à l'appui, parce que voilà un homme qui aura été déterminant, lui aussi, dans l'histoire de l'humanité. Alors, comment s'est faite cette arrivée des Juifs dans la société française? Là aussi, c'est intéressant à connaître les circonstances, parce que c'est très significatif. En fait, c'est le député Adrien Duport qui l'a fait adopter par la Constituante, mais il a dû s'y reprendre à 14 fois pour arriver à le faire passer. Ce qui veut dire que même parmi ces députés issus de la Révolution, il y avait, au moins qu'on puisse dire, une certaine résistance à laisser rentrer les Juifs comme citoyens français. Et c'est seulement lorsqu'un certain Renaud de Saint-Jean-dans-l'Angélis, ne croyez pas que c'est un nom à particules, c'était un certain Regaud du patelin Saint-Jean-d'Angélis, qui, à la tribune de la Constituante, a fait cette menace. Je demande qu'on rappelle à l'ordre tous ceux qui parleront contre cette proposition, car c'est la Constitution elle-même qu'ils combattront. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que combattre l'émancipation des Juifs, c'était combattre la Révolution. C'est évident. On leur devait bien ça, puisqu'ils en avaient été tout de même les instigateurs, et pour beaucoup les acteurs. Et puis ce fut, et là on voit déjà l'influence du capitalisme naissant, les décrets Allard et la loi d'Isaac le Chapelier, supprimant les corporations avec interdiction de reconstitution de toute structure de défense du monde ouvrier. Là encore, qu'est-ce que cela voulait dire? Ça voulait dire qu'on livrait le monde ouvrier, le monde du travail, au capitalisme naissant sans structure de défense, tout simplement. Alors étonnez-vous, après cela, que certains, des socialistes d'ailleurs, pour beaucoup, genre Albert Sorel, genre Toussenel, et puis bien entendu Édouard Drummond, se soient élevés contre cela et réagi contre cela, mais c'était, disons, un socialisme qui était encore un socialisme national, qui n'avait pas encore tourné à l'internationalisme comme c'est devenu. Proudhon aussi. Et puis pendant ce temps-là, les États-Unis se développaient. Donc, création éminemment maçonnique dès le départ, que ce malheureux Louis XVI allait aider en envoyant les Rochambeau et autres Lafayette pour les aider. C'était un calcul à courte vue, parce que bon, il pensait embêter les Anglais, on peut le comprendre. Mais d'un autre côté, il créait un monstre qui allait devenir ce que nous savons aujourd'hui. Et là encore, je vais revenir sur un texte que je cite souvent, vu sa signification, qui décrit parfaitement le pourquoi de l'évolution jusqu'à aujourd'hui. C'est paru dans une revue du British Israel, qui est une structure de la fin du XIXe siècle, très proche des formations de la Pilgrim Society, qui disait ceci. La Grande-Bretagne et ses dominions autonomes, avec la République américaine et les Juifs, constituent toute la race des Juifs d'Israël.
C'est elle qui doit instaurer un gouvernement mondial appelé dans les Écritures le royaume de Dieu. Il n'y a rien de nouveau, vous voyez. Rien de nouveau. Tout s'enchaîne logiquement, eux sont logiques. Et on retombe ainsi toujours dans le même paranoïa messianique, avec ses composantes anglo-saxonnes et juives, sous l'égide de la maçonnerie, qui, comme vous le savez ou vous ne le savez pas encore, vous le trouverez dans la maçonnerie, est une création directement talmudique, kabbaliste. Et puis, il va y avoir des étapes qui vont venir toujours en vue du même but, la Première Guerre mondiale. Puis la seconde, qui allait saigner à blanc les nations européennes, notamment en poussant à l'affrontement des nations continentales, au profit de la montée en puissance de l'Amérique sioniste. Et je regrette beaucoup, certains diront encore que j'attaque tout le monde, n'est-ce pas, de relever que les milieux dits nationaux et jusqu'à l'œuvre française glorifient un certain Georges Clemenceau. Et que même un Charles Maurras était allé jusqu'à prôner le compromis nationaliste qui fut une erreur politique majeure. Car il faut tout de même savoir à quoi allait servir l'hécatombe de 14-18. Et là encore, je vais vous donner deux citations qui l'expliquent parfaitement. Celle d'André Labbé, qui était l'une des autorités maçonniques françaises de l'époque, qui disait ceci: la lutte actuelle est la continuation de celle qui s'est ouverte en 1789. Cette autre, faite lors de la conférence maçonnique de Lisbonne le 13 mai 1917 par le grand maître du Grand Orient du Portugal, Magalhães de Lima, qui disait « La victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques ». Alors, ces nationaux dont je vais parler juste avant ces citations, sont-ils ignares ou bien couvrent-ils cette démarche de Clemenceau et de ses alliés? Clemenceau qui était lui-même franc-maçon, comme vous devez le savoir. Il faut aussi connaître son ode à la Révolution, se réjouissant de tous les massacres qu'il y avait eu, que j'ai déjà cités de nombreuses conférences et dans mes textes. Est-ce que vous comprenez pourquoi, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, pourquoi je prends toujours, plutôt je dénonce toujours certains comportements d'une certaine droite nationale? Ou bien ce sont des ignares, ou bien ce sont des complices. Et puis l'étape supplémentaire qui va après, la décolonisation, qui toucha non seulement la France, mais les autres pays européens, grâce à De Gaulle, tenant ses promesses mieux que celles faites aux Français d'Algérie et à l'armée, et tenant ses promesses à Roosevelt, et décolonisant, puis l'immigration-invasion, qui en allait en découler. Je voudrais faire remarquer une chose, et ça concerne les immigrés eux-mêmes, c'est que si le mondialisme, par sa démarche favorisant l'afflux en masse de l'immigration-invasion, vous savez qu'on en est à 300 000, ne serait-ce que pour l'Algérie, de visas délivrés en 2014. 300 000 par an. 300 000 par an. Rien que l'Algérie. Officiel. Officiel. Si le mondialisme veut nous faire perdre
tout sentiment d'appartenance sous la masse de cette immigration. Dans le même temps, ils font de cette masse d'émigrés des déracinés. Et ce que je dis les concerne aussi en leur défense. Et puis, on en arrive tout doucement à une époque plus proche de nous, des événements clés de ce développement du complot mondialiste en vue de l'arrivée du nouvel ordre mondial, l'affaire du 11 septembre 2001. Alors, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait au courant, un petit résumé quand même. On vous a montré des images montrant l'impact d'avions dans 2 tours. On voit ces tours s'effondrer. On nous dit en 7 secondes. En 7 secondes. Ah bon? 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boum, tout par terre. Ah bon? Est-ce possible? Non. Non, et on le sait de façon certaine, même si déjà, dès le début, ça m'avait sauté aux yeux, je l'avais expliqué, ça a été l'origine de mon livre d'ailleurs, Le complot mondialiste. La première mouture. Ce n'est pas possible, et vous allez sur Internet, vous regardez dans les sites qui traitent l'urbanisme, comment fait-on tomber un immeuble vétuste, par exemple, parce qu'on veut construire autre chose, ou qu'on veut faire un espace vert, on veut donc faire disparaître cet immeuble sans que ça puisse endommager les immeubles d'à côté. Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on mine les points de support des fondations. Et l'immeuble tombe comme ça. Il ne tombe pas comme ça, il ne tombe pas comme ça, il ne tombe pas à droite, il ne tombe pas à gauche, il tombe comme ça. Et c'est ce qu'on a vu. Les avions? Mais finalement, y avait-il des avions? Déjà, au Pentagone, les débris qu'on nous a montrés, ça ne colle pas avec le type d'avion de American Airlines. Il y a des spécialistes qui sont penchés là-dessus. Pas la même chose. Plus de ça, c'est curieux. On ne voit pas de traces d'ailes, d'empennage, un trou, quelques débris. Ah bon? Ah bon? Et puis il y a tout de même une 3e tour aussi qui n'a pas été touchée par un avion et qui est tombée quand même. Oh, comme c'est curieux. C'est vraiment un virus, certainement. C'est de la contamination. Je souris un petit peu parce que, bon, il faut tout de même rire un peu. Trouvez pas tout de même que c'est de l'enfumage, tout ça? 3e tour qui s'effondre comme ça, toute seule. Alors que les 2 tours qui étaient à côté sont tombées comme ça. Si on avait une qui s'était un petit peu penchée pour aller faire coucou à l'autre, on aurait pu comprendre. Même pas. Et pourtant, elle est tombée, cette 3e tour. Oh, quel manque de chance, quand même. Et puis, qu'y avait-il dans ces tours? Qu'y avait-il dans ces tours? Bah, il y avait de bons citoyens américains, et curieusement, il n'y avait quasiment pas de juifs. Pourtant, Dieu sait, vu les activités qui étaient représentées dans ces tours, bah, ces jours-là, c'est curieux, ils n'étaient pas venus travailler. Or, tout cela, je ne l'ai pas inventé. On le trouve encore aujourd'hui sur Internet, bien qu'il y ait beaucoup de choses qui aient disparu. J'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure au sujet de Charlie Hebdo. Des choses qui disparaissent parce qu'elles sont gênantes. De toute façon, j'explique tout ça dans le complot mondialiste. Tout ça est référencé.
Or, quel était le but de tout ça? C'était et c'est là que ça commence à devenir curieux et intéressant, c'était de lancer l'opinion publique mondiale sur la piste islamique. Puisqu'on vous a dit que les pilotes qui avaient détourné les avions d'American Airlines, on savait qui c'était puisqu'on avait trouvé leur passeport. Mais où avait-on trouvé les passeports? On les avait trouvés dans les ruines des trois tours, pardon. Non, des deux tours, puisqu'il y avait deux avions qui sont allés dans les deux tours. Mais alors c'est curieux parce qu'on n'avait pas trouvé les boîtes noires des avions, mais on a trouvé les passeports. Ils n'avaient pas brûlé. Oh, quelle chance! Là encore, vous ne trouvez pas qu'on se fiche un petit peu de vous? Et là, je crois que c'est le départ. Enfin non, il n'y a jamais de départ, il y a toujours des antécédents. Il y a eu le cuirassé Maine, il y a eu Lusitania, il y a eu Pearl Harbor, etc., qui ont été aussi de beaux petits mensonges. Mais là, on atteint un degré, je ne dirais pas de perfection, parce que c'est tout de même primaire. C'est primaire. Si on se penche un tant soit peu sur les données que l'on a, que l'on peut trouver, c'est primaire. Il faut tout l'abêtissement des peuples pour marcher dans ces combines. Pour avaler ce qu'on leur donne. Donc, à partir de là, opprobre sur le monde islamiste. Bon, moi, je veux bien. Enfin, quand même. Mais qui a aidé au développement de cet islam qu'on nous dénonce comme criminogène aujourd'hui? Qui a créé Ben Laden? Qui a créé Al-Qaïda? Sinon les Américains pour empêcher les Soviétiques de mettre la main sur l'Afghanistan. Et là, il y a un début de quelque chose de curieux que je vais essayer de décortiquer avec vous. Alors, bon, évidemment, première question qu'il faut se poser devant ces faits déjà tout troublants de l'impossibilité matérielle de la thèse officielle américaine, à qui cela allait profiter? Ça allait profiter au clan néoconservateur. Vous savez ce que c'est que les néoconservateurs? C'est ce qu'on appelait autrefois aux États-Unis les trotskistes juifs américains, qui ont fait une conversion, ils ont changé de peau pour pénétrer plus facilement dans la société américaine. Et c'était tout ce clan-là, qui était au Pentagone avec les Wolfowitz, les Pearl et compagnie. Donc, voilà les gens qui étaient derrière tout ce montage. Et là encore, je vais reciter un texte qui me semble fondamental à connaître, parce qu'il est tout de même, c'est énorme ce qu'il dénonce. C'est cette mise en garde de la Army School of Advanced Military Studies, qui était l'un des services de renseignement de l'armée américaine. Un texte qui a été publié le 10 septembre 2001 en première page du Washington Times, qui disait ceci: le Mossad israélien sans scrupules, cruel et rusé à la faisabilité de toucher des cibles américaines en donnant l'apparence d'une action arabo-palestinienne. Et moins de 24 heures après, que se passait-il? Pan, les avions dans les deux tours qui dégringolent gentiment. Curieux quand même. Ils n'avaient rien vu venir. Je me répète encore une fois. Ils n'avaient pas trouvé les boîtes noires, mais ils avaient trouvé les passeports. C'est magnifique quand même. Il y a un Dieu pour ces gens-là. Mais en fait, ça veut dire quoi? C'est que c'était la fable nécessaire pour expliquer pourquoi on pointait du doigt ces islamistes. Et on va retrouver la même chose dans l'affaire Charlie Hebdo. Exactement la même chose, copier-coller.
Et puis, ces différents événements qui se sont produits, bon, ils ont continué, donc il y a eu la guerre contre l'Afghanistan, sous prétexte de chasser, traquer Ben Laden, puis l'Irak. Ce malheureux Saddam Hussein, qui leur avait pourtant bien servi pour se battre contre l'Iran. Vraiment, ça aurait été un dindon de la farce. Paix à son âme. Et puis, on est arrivé à la nouvelle guerre contre la Syrie. Là aussi, le dictateur, la révolution populaire contre la dictature, etc., etc. Et bien entendu, nos chers gouvernements français s'associant aux Américains et à Israël, ne l'oublions pas, pour, évidemment, bons démocrates, défendre les malheureux Syriens de cette affreuse dictature qui, vous vous rendez compte, crime impardonnable, défend les communautés autres que alaouites, y compris les communautés chrétiennes, que s'empresse de martyriser et de liquider les libérateurs, ou soi-disant libérateurs de la Syrie, avec la bénédiction de l'Amérique sioniste. Et puis arrive, mais ce n'est que la suite, un phénomène qui semble nouveau. Et je dis bien nouveau, mais il n'est pas nouveau, puisque ça commence apparemment avec le 11 septembre. C'est la diabolisation de cet islam barbare qui massacre tout sur son passage. Mais qui a été créé par qui? Encore une fois, sinon par les États-Unis et par Israël. Cet État islamique, le Daesh, d'al-Baghdadi, ça a été fabriqué par qui? Mais par les États-Unis. Je l'ai signalé il n'y a pas longtemps dans la politique, le chef de cet État islamique, c'est qui? Un certain Abu Bakr al-Baghdadi. Eh bien, on en trouve ses origines auprès de Edward Snowden, c'est un nom qui vous dit quelque chose, qui est un ancien de la CIA et de la NASA, qui a lâché le morceau, et qui maintenant, et je pense qu'il est toujours réfugié en Russie, et qui a révélé que le patron, al-Baghdadi en question, s'appelait en réalité Simon Elliott, et qu'il était un espion juif du Mossad. Et tout s'explique, une fois de plus. On retrouve toujours les mêmes derrière tout cet enchaînement d'événements. Aussi, quand on voit cette brusque indignation médiatisée contre l'État islamique qu'ils ont créé, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait ce revirement? De quoi ont-ils besoin? Pourquoi veulent-ils nous faire marcher dans cette nouvelle image diabolisante alors que c'est leur créature? Alors, rappelez-vous, je crois que la dernière fois j'en ai parlé aussi dans la politique, j'avais évoqué la possibilité que c'était ce qu'on peut appeler le syndrome de Frankenstein, c'est-à-dire la créature monstrueuse créée par son créateur qui échappe à son contrôle. Non. Non. C'est pas ça. C'est beaucoup plus tordu que ça. Et je voudrais rappeler un petit fait que j'ai découvert dans le Wall Street Journal. Vous savez ce que c'est que le Wall Street Journal? C'est la Bible des financiers américains de Wall Street, qui montrait sur des cartes que depuis, écoutez bien, que depuis les frappes américaines en Syrie, l'État islamique a multiplié par 3 son territoire. Alors, attendez, pardon, c'est un petit peu curieux ça. Donc, les Américains, avec les Français, bombardent les positions de l'État islamique, et au lieu que son importance se réduise, ça augmente. Mais à mon avis, ils doivent se tromper de cible. C'est pas possible.
un problème. Et puis on apprend aussi dans la volée un accord entre les États-Unis et la Turquie pour aider, entraîner et armer les opposants au régime de Bachar el-Assad. Alors, vous ne trouvez pas que c'est démonstratif tout ça? Et qu'on nous fait marcher une fois de plus? Et alors se repose toujours la question, pourquoi, après avoir créé l'État islamique et poussé à l'islam partout, y compris par l'immigration-invasion, pourquoi brusquement nous crée-t-il un épouvantail? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Et quand on revient en arrière, le 11 septembre, tout ce qui s'est passé de toujours la même chose. Il y a un certain islam qu'on cherche à dénoncer maintenant. Quelles peuvent être les raisons cachées derrière ce changement d'attitude et de stratégie? Car en fait, c'est une stratégie. Il me semble qu'à cela, il y a deux raisons majeures. Premièrement, la peur du monde juif devant la montée de l'antisémitisme, non seulement dans les masses musulmanes en Europe, mais aussi chez nombre d'Européens, Français notamment, du fait de la politique israélienne envers les Palestiniens. Et ils cherchent à pousser les Européens à soutenir Israël coûte que coûte. Je vous rappellerai que la dernière offensive d'Israël contre Gaza, certes, il y a eu d'énormes destructions de pertes civiles à Gaza, mais sur le terrain, Israël a payé très cher, parce que ce qu'on nous a dit n'a pas du tout correspondu à la réalité. Il y a eu des incursions de commandos palestiniens en Israël qui leur ont causé beaucoup de pertes, ils ne s'attendaient pas à ça, pas plus que la fameuse opération qu'ils avaient lancée contre le Liban en 2006, où ils se sont ramassés une gifle avec le Hezbollah. Israël est en danger et ils s'en rendent compte. Alors que faire pour eux dans cette optique? Eh bien, mobiliser le maximum de gens en leur défense, dont nous, dans les pays européens. Donc ça, c'est une première raison de ce changement d'attitude apparent, je dis bien apparent. Et je voudrais vous rappeler encore un petit détail. L'affaire de Charlie Hebdo ne serait-elle pas une réponse à l'outrecuidance du gouvernement français, et là aussi c'est curieux et intéressant, d'avoir osé, malgré les avertissements de Netanyahou, reconnu l'État palestinien. Bon, je m'excuse de cette pause forcée, suite à, comme on dit, à un incident technique. Donc nous allons reprendre. Donc je faisais observer une information tout de même qui n'est pas sans intérêt, puisqu'elle explique probablement ce qui s'est passé avec l'affaire de Charlie Hebdo. C'est le fait que le gouvernement français ait reconnu l'existence d'un État palestinien, alors que Netanyahou avait mis en garde le gouvernement français contre cette reconnaissance. D'où la question, est-ce que Charlie Hebdo ne serait pas une réponse pour faire comprendre que, bon, il ne faut pas plaisanter. Et là, encore une fois, je voudrais vous faire remarquer à qui a profité l'affaire de Charlie Hebdo. Alors, évidemment, à M. Valls et Hollande, mais évidemment aussi à Israël. Et si vous avez contemplé les photos du défilé de ces hautes personnalités dans une petite rue adjacente et non pas en tête de cortège
de la foule des Français indignés au nom de la liberté de la presse. Avez-vous remarqué la mine réjouie de M. Netanyahou? C'est particulièrement parlant. Ah, il n'était pas attristé, le brave homme. Il était franchement réjoui. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça, encore? Les déclarations réjouites des responsables israéliens au lendemain du 11 septembre, dans le ciel d'Ariel Sharon, et de Rubinstein, je ne me rappelle plus son prénom, qui était le responsable de l'autorité palestinienne, israélien, responsable et spécialiste de l'autorité palestinienne. Mais ils éclataient de joie. Et je crois que c'est Sharon qui disait, maintenant on va pouvoir faire ce qu'on n'osait pas faire encore. Et ils l'ont fait. Donc vous voyez, à qui profite le crime? Mais au risque de me répéter, pour rire un petit peu comme ça, dans toute enquête, il y a deux questions à se poser. À qui profite le crime? Et chercher la femme. Bon, la femme, pour l'instant, je n'en vois pas. C'est dommage, parce que ça mettrait un petit peu de piment dans l'histoire. Bon, il y a déjà suffisamment de piment comme ça brûle même. Bon. Venons-en à la deuxième explication éventuelle pour expliquer le pourquoi de cette brusque volonté des créateurs de cet islam mortifère pour nous dresser contre lui. Et dans le même temps, ce que j'ai cité il y a quelques instants, cette alliance avec la Turquie pour continuer à armer les dissidents syriens contre Bachar el-Assad. Pourquoi? Pourquoi? Et alors là, c'est là que ça devient chaud brûlant, parce qu'on approche du danger d'une troisième guerre mondiale. C'est la peur qui s'empare de la haute finance judéo-américaine devant la stratégie anti-dollar de Poutine, alliée avec les pays du BRICS et maintenant avec l'Iran. L'Iran qui, justement, vient de faire savoir tout dernièrement que désormais toutes ces opérations se feraient hors dollar. Et il y a un autre élément aggravant, si on peut dire, pour cette haute finance judéo-américaine, c'est le fait que la Russie, la Chine, l'Inde, d'autres, l'Iran, achètent en masse de l'or. Imaginez un instant ce qui pourrait se passer si ces pays indexaient leur monnaie sur l'échelon or. Est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi cette haute finance juive et l'appareil politico-militaire américain et israélien en sont réduits à avoir besoin d'une troisième guerre mondiale? Un petit rappel, un petit retour en arrière. Pourquoi y a-t-il eu Pearl Harbor? Parce que le Japon, s'industrialisant, commençait à porter ombrage à l'industrie américaine. D'où le blocus du Japon par les États-Unis. Les Japonais ont beau vouloir négocier avec Roosevelt, il n'a rien voulu entendre, et il a voulu les faire tomber dans les pièges de Pearl Harbor. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Pearl Harbor, mais là, comme avec le vieux cuirassé Maine en baie de la Havane, c'était de vieux ratios. Mais dans ces vieux ratios, il y avait tout de même les marins et leurs familles. Pas à bord, mais en dehors des... Ça a fait plus de 3000 morts. Mais ça a permis aux États-Unis, à Roosevelt, de rentrer en guerre. Et puis, en fait, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi? Eh bien, c'est que l'Allemagne s'étant relevée de sa ruine après la guerre de 14 et des traités de Versailles et de Trianon, s'étant réindustrialisée, s'étant réarmée,
surtout réindustrialiser, cette réindustrialisation portait tort justement à l'industrie anglo-saxonne. Donc dans cette Deuxième Guerre mondiale, vous avez eu en fait, en gros, trois facteurs. Un problème économique, de concurrence économique, un problème biblique, l'intérêt du monde juif par rapport à l'Allemagne nationale-socialiste, et bon, disons que ces deux-là sont déjà suffisants. Donc vous voyez, c'est une question pour eux de survie. S'ils veulent que leur système mafieux continue à perdurer, il faut qu'il se passe quelque chose qui détruise ceux qui sont en train de les miner. Et c'est pour ça que Poutine les dérange, parce qu'il est le grain de sable dans la machinerie du nouvel ordre mondial. Et c'est pour ça que je dénonce encore une fois, et ce ne sera pas la dernière, rassurez-vous, si Dieu me prête vie, je dénonce des gens comme Pierre Hillard, comme Emmanuel Ratia encore tout dernièrement sur Radio Courtoisie, comme Yves-Marie Leland sur Boulevard Voltaire, je ne sais plus qui y a encore, ces gens qui acceptent la thèse officielle de tout ça. D'où encore une question. Sont-ils à ce point mal informés, aveugles, sourds, ou bien sont-ils complices? Et là encore, je voudrais revenir, encore une question, comment en est-on arrivé là? Et là encore une citation. Et c'est un Américain qui va vous faire la démonstration. C'est Kevin Barrett, qui est maître de conférence à l'université de Wisconsin, qui disait ceci. Comptant sur ces millions de fidèles fanatiques à travers le monde, les Juifs américains dominent clairement la politique étrangère américaine et surtout n'ont pu le faire que depuis et grâce à l'assassinat de Kennedy. Il semble bien que le coup d'État contre JFK a constitué le tournant historique de cette stratégie. Les présidences Eisenhower et Kennedy menaient des politiques étrangères indépendantes focalisées sur les intérêts américains et non sur les intérêts israéliens. Mais depuis le massacre des Kennedy, les uns après les autres, les États-Unis sont devenus l'esclave abject et servile d'Israël. C'est un Américain qui dit ça. Or, comment cela a-t-il pu se faire? Eh bien, il s'est passé un phénomène économique auquel je ne trouve pas trace dans notre presse, pas plus évidemment que dans l'autre, la presse officielle. C'est le changement de nature de la finance américaine. On est passé au lendemain, à peu près à cheval, entre le début de la Première Guerre mondiale et la fin de la Première Guerre mondiale, à un transfert de la puissance financière des mains de la finance WASP, vous savez ce que ça veut dire, White American Anglo-Protestant, et à la finance juive. Et en fait, c'est un transfert de la puissance financière à la puissance politique qui explique l'état des choses d'aujourd'hui. Et ça, ce maître de conférence, Kevin Barrett, l'a parfaitement compris. Il a mis le doigt sur la cause de ces événements. Et en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est la même chose que nous avons subi et vérifié au moment de la Révolution dite française. Avec la montée du monde juif dans la France, leur prise de position sur le plan financier s'est traduite par une prise de position sur le plan politique, que nous vivons toujours, bien entendu. Alors, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, n'en déplaise à messieurs Hillard et compagnie, Ratier, la tata, pourquoi Vladimir Poutine, en fait,
c'est le grain de sable dans cette machinerie apparemment bien huilée du nouvel ordre mondial, avec ses accords hors dollar qui commence à mettre sérieusement en danger cette haute finance artificielle fabriquée par la finance juive. Et encore une citation d'Itzhak Atia, qui est le directeur des séminaires francophones à l'Institut Yad Vashem. C'est dans Israël Magazine, le numéro d'avril 2003. Voici ce qu'il disait. Écoutez bien. Nous sommes engagés dans un combat intime entre Israël et les nations, qui ne peut être que génocidaire et total. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire la guerre. La destruction. Et si vous n'avez pas compris, je vous renverrai à ce que prédit le rabbin Ron Shaya. Je vois que certains savent de quoi je veux parler. Dans son exposé « Comment arrivera la victoire d'Israël ?» Vous trouverez sur YouTube. En résumé, je l'ai déjà fait la dernière fois, mais comme il n'y a pas mal de nouveaux venus, je vais le rappeler. C'est une image, bien entendu, biblique si vous voulez. C'est l'histoire d'un roi qui un jour, probablement amateur de combat de coq, organise un combat de coq. Alors il y a deux magnifiques coqs qui se présentent, bien dressés, à l'attaque, au carnage. Et puis, le dessin, la bande, je ne sais plus si c'est un dessin ou une bande dessinée exactement, il y a sur le côté un tout petit coq, tout mécrolé. Tout à fait inoffensif apparemment. Et le Ron Shaya en question vous explique en disant, ben voilà, les deux coqs vont s'affronter, vont s'entre-détruire, vont mourir, et puis après, moi je serai là. Est-ce que vous comprenez le besoin de la diabolisation à la fois de l'islam, qui dérange tout de même, parce qu'il y a un certain islam, notamment, et essentiellement l'islam chiite, alaouite avec ses différentes formules alaouites et autres, qui est respectueux des différentes autres communautés, dont les communautés chrétiennes, c'est un obstacle. Donc la Syrie, l'Iran, fondamentalement. Et puis, la mauvaise surprise de cette espèce de parvenu de Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Ce petit pion du c'était quoi, une KVD, je ne sais plus ce que c'était à l'époque. Qu'est-ce qu'il vient faire? Pourtant, il avait l'air bien gentil quand il était à côté d'Epstein. Et puis, qu'est-ce qu'il vient nous casser les pieds maintenant? Bien oui, il nous les casse, hein. Franchement, il nous les casse. Ah oui, mais il est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben oui, il faudrait peut-être une guerre pour s'en débarrasser. Oui, mais quand même, c'est mal parti, parce que déjà en Géorgie, ça s'est pas bien passé. Et puis maintenant en Ukraine, ben, ça ne se passe pas bien du tout. Que faire? On arme les Ukrainiens, on lance l'OTAN. Ah oui, effectivement, c'est une possibilité. Et puis, on aura le renfort de M. Hollande, puisqu'il a déclaré qu'il allait renforcer la force de frappe nucléaire de la France. Donc nous allons peut-être faire la guerre contre la Russie. Et alors je voudrais terminer tout de même cet exposé par ce qu'a dit Sergueï Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères de Russie, le 13 août 2004. C'était lors d'un discours devant le corps diplomatique. Encore un qui ne mâche pas ses mots.
je me sens un frère avec lui. Voilà ce qu'ils disent. Les États-Unis, pour tenter de ralentir leur déclin, entraînent le monde vers le chaos et la tyrannie. Merci de votre attention. Les questions, si vous en avez. Oui? Bon, j'étais venu attirer, allécher, comme vous dites, par votre titre, La guerre des mondes et le mondialisme. Et vous avez surtout parlé d'une sorte de compte logique mondial qui remonterait à l'Antiquité. Si vous permettez, je vais un peu vous apporter la contradiction. Hein, autrement, je le fais. C'est fait pour ça, les questions. Ok. Bon, vous avez commencé par le peuple juif qui se prend pour le peuple élu. C'est vrai, mais ils n'étaient pas les seuls. Il faut se rappeler que les Égyptiens aussi se considéraient comme un peuple supérieur à tous les autres. Non, c'est pas du même point de Je vue. peux terminer. Non, oui, bon, Non, d'accord, mais c'est pas du même point de Non, vue. mais je sais, D'accord. je peux terminer. Bon, puisqu'il y avait même des pancartes interdites au peuple voisin. Les Ariens, lorsqu'ils ont envahi le Proche-Orient au 2e millénaire avant Jésus-Christ, ils ont envahi l'Iran et l'Inde, ils se considéraient aussi comme un peuple supérieur aux autres, puisqu'ils ont même établi un système de caste qui perdure encore aujourd'hui en Inde. Non, monsieur, il y a une chose, non, je m'excuse de vous interrompre parce qu'on ne va pas se comprendre. Il y a une chose que vous ne comprenez pas, c'est que quand on parle de peuple élu, c'est dans le sens biblique, donc en rapport avec Jéhovah et compagnie. Donc ne mélangez pas avec les Égyptiens ou les Iraniens, ça n'a rien à voir. Je vais y venir. Les Grecs traitaient les autres de barbares parce qu'ils passaient par la même monde, mais je vais y venir, les Romains, etc. Mais j'en viens aux Français qui, depuis le baptême du Clovis à Reims, alors là on en vient à la théologie, les rois de France étaient d'ailleurs sacrés suivant le même rituel que les rois d'Israël, se considéraient comme filles aînées de l'Église et maîtresses du monde chrétien. Bon. Les Anglais, plus tard, se considéraient comme le nouvel Israël, parce qu'Israël, c'est la référence, vous avez bien raison. Et les Américains, aujourd'hui, qui se considèrent comme les gendarmes du monde. Donc, beaucoup de peuples se sont considérés, pour des raisons pratiques, théologiques ou autres, comme le peuple élu. Le christianisme, vous avez parlé de la gnose. Là, je crois que c'est une contre-vérité, parce que la gnose ne s'est pas réveillée à la Renaissance, elle est née, en fait, pendant le bas empire romain. J'ai parlé de réveil. De quoi? J'ai parlé de réveil. D'accord. Enfin, bon, c'est quand même l'origine de la gnose, c'est quand même le bas empire romain. Et ça la gnose, c'est, on pourrait dire, du début des temps. Non, bon, c'est quand même, disons, la gnose historique. Bah, là, vous connaissez certainement les ouvrages d'Étienne Couvert qui a écrit. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, c'est quand même un mouvement historique. Mais bien sûr. Qui s'est opposé au christianisme, plutôt au judéo-christianisme, pendant le bas empire romain. Et c'était une réponse hellénistique à l'expansion de cette secte juive qui était à l'origine le premier christianisme. N'oublions pas. Hellénistique. À l'origine, le christianisme, enfin écoutez, Jésus, Saint Paul, tous les apôtres, la plupart des évangélistes, sauf Marc, étaient quand même d'origine juive. À l'origine, c'était une sorte de mouvement. Non, mais je ne vois pas le rapport que vous voulez faire avec la gnose. Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que la gnose, dont vous dites qu'elle est née à la Renaissance, enfin, non, j'ai pas dit qu'elle était née. Qu'elle s'est réveillée, a pour origine une réponse hellénistique à cette expansion du judaïsme par le biais d'une secte qui était plus juive mais chrétienne, je suis d'accord, et qui provoquait en quelque sorte l'expansion d'une religion qui n'était pas évidemment celle de Je ne vois pas le pourquoi de votre référence à hellénistique. Je ne vois pas du tout la référence historique à hellénistique. Et j'ajouterais que l'origine de l'antisémitisme moderne se trouve dans un gnostique fameux que vous connaissez certainement, qui s'appelait Marcion, et qui est un évêque qui a d'ailleurs été excommunié par ce qui c'est dans la maçonnerie, dans mon livre La maçonnerie de l'époque. Bon, troisième élément, enfin j'en arrêterai là. Bon, à vous croire, moi je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que vous dites, c'est vrai, mais je pense que les Juifs ne méritent, comme dirait Corneille, ni cet insigne honneur, ni cette indignité d'être les maîtres malfaisants du monde. À vous croire, les croisades, c'est encore les Juifs, ça lui probablement été manipulé. Est-ce que j'ai parlé des croisades? Non mais, vous parlez d'une croisade actuelle. Surtout que vous faites des courts-circuits, des rassemblements de choses qui sont contradictoires. Vous parlez d'une sorte de croisade qui est lancée actuellement par le 11 septembre, par Charlie Hebdo, contre l'islam. Or, je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, dans ce haut Moyen-Âge, et même dans ce Moyen-Âge tardif,
où les Juifs avaient connaissance, avaient peu d'influence. Il y a eu quand même plusieurs croisades. Voilà. Et le dernier point quand même qui m'intéresse le plus, je termine pour ça en fait, c'est le mondialisme et l'Europe. Parce que l'Europe, moi, et je ne suis pas le seul, je pense que je suis pour, parce qu'il faut en finir avec ces guerres européennes qui ont saigné l'Europe et qui lui ont fait perdre la suprématie du monde. Et je vous rappelle que les fondateurs de l'Europe, c'était quand même deux démocrates chrétiens, et les plus forts, comment dirais-je, supporters, défenseurs de l'Europe actuelle, ce sont des démocrates chrétiens. Au Moyen-Âge, l'Europe existait. Léonard de Vinci a été invité par François Ier en Boise sans présenter son passeport à la frontière. Louis XIV... Écoutez, monsieur, bon, on va arrêter là. Vraiment, vous mélangez des choses contraires. Un seul mot pour finir, un seul mot. Par contre, là, et là je serai d'accord avec vous, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, par le biais de cette Europe qu'ont voulu les démocrates chrétiens, que le Saint-Empire romain germanique avait institué, plus ou moins, pourquoi on nous oblige à accepter une immigration islamique, des produits chinois, et pourquoi... Répondez à la question. Alors, moi, je n'ai rien contre un commerce libre entre la France, l'Italie, l'Espagne, enfin l'Espagne et les pays européens, mais pourquoi, par le biais de cette Europe, on nous oblige à ouvrir nos portes à tout vent, aussi bien à l'immigration... Mais vous avez raison, mais répondez à la question. Voilà. Alors là, à la fois vous niez le complot, à la fois vous niez le complot, et à la fois vous mettez le doigt sur la question. Pour moi, c'est la vraie question. C'est un peu pourquoi je t'ai venu... Bon, écoutez, monsieur, c'est pas très clair. Autre question? Oui, l'affaire du Charlie Hebdo et celle qui a eu lieu ça. Parlez plus fort parce que je ne sais pas si derrière on vous entend. Oui? Ah bon, allez-y. Bon, allez. Pardon. Oui, l'affaire Charlie Hebdo et celle qui a eu lieu 5 semaines plus tard, nous sommes dans le domaine de l'émotion. Tout à fait. Tout à Le fait. carburant de l'émotion, c'est l'émotion. Mais est-ce qu'à travers ces émotions, on ne cherche pas, en fabriquant une sorte de patriote, à réduire les libertés et notamment à contrôler Internet? Cher ami, vous êtes abonné à la politique. Vous avez vu mon éditorial du numéro 160. Je voudrais terminer. Je parlais à des techniciens qui m'ont dit qu'ils ne peuvent pas contrôler à la base. Puisqu'aux États-Unis, pour contrôler 10 sites pédopornographiques, ils ont bloqué 46 000. En revanche, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui sort des techniques, a dit il faut, parce qu'elle a bien vu que de l'autre côté on ne peut pas bloquer, coincer les gens qui regardent Internet et les poursuivre. Alors là, il y a un problème juridique énorme, c'est un problème technique. Et donc, je me demande s'ils ne sont pas affolés à l'idée qu'ils ne peuvent pas contrôler les idées subversives. Mais bien entendu. Mais évidemment. Moi, c'est mon espoir. Mais évidemment. Regardez. Attends, Jean, un instant, parce que c'est une réponse, une question, et je vous dois une réponse. Qu'est-ce que le Patriot Act? D'abord, qui l'a mis en œuvre sous les ordres de Bush? L'amiral Poindexter, franc-maçon. À quoi cela a servi? À examiner les parcours d'émigrés palestiniens ou islamistes quelconques, etc. Non. Les citoyens américains, tous. Donc c'est vraiment une entreprise de fichage de tous les citoyens. Et c'est ce qui va nous arriver. Voilà. Bon, Jean, vous voulez dire quelque chose? Oui, non, enfin, à propos de ces campagnes de vérification sur ce que font les utilisateurs sur Internet, il faut savoir qu'ils sont en train de mener une guerre. C'est beaucoup trop tard, qu'il y avait beaucoup de spécialistes de l'Internet qui avaient prédit ce qui se passait aujourd'hui, et que, en fait, les pouvoirs publics, les autorités n'ont pas réagi assez vite, voilà, et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent devant un véritable tsunami qu'ils ne peuvent pas gérer, et donc ils prennent des outils les mauvais. Alors ils tapent sur les gens et puis ils les empêchent d'aller vérifier le quintet plus. Je voudrais signaler une chose, c'est que à la suite de l'affaire de Charlie Hebdo, il y a des blogs qui ont disparu, censurés. On les retrouve encore sur des sites étrangers, russes, suisses, anglais. Notamment la fameuse photo du défilé de toutes les huiles européennes et extra-européennes, je crois que c'était le 10 janvier. Qui est-ce qui nous a livré cette photo? C'est un site allemand. Un site allemand. Donc vous voyez, alors ils peuvent peut-être faire la censure en France,
Mais avant qu'ils arrivent à s'en cirer partout dans le monde, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Oui, mais au sujet de la censure sur Internet, si on contrôle le fournisseur d'accès, comment vous faites? Si vous, le fournisseur Écoutez, d'accès, on verra. Attaque contre attaque, attaque contre attaque. Il y a combien de fournisseurs d'accès en France? Il y a quand même un nombre réduit. Si le gouvernement décide de les contrôler, comment vous faites? Oui, mais en fait, votre fournisseur d'accès, c'est que en fait un carrefour avec un feu et vous allez dans une direction. Il peut pas, en fait, si vous voulez, vous interdire. Tout ce qu'il peut savoir, c'est de vous demander avec votre véhicule où vous allez. Et maintenant, il y a une certaine réglementation, il y a des couches réseau. Vous pouvez vous connecter à un réseau international qui s'appelle Tor, qui est un peu un réseau pirate. Enfin, bref, si vous voulez, vos paquets vont à une destination que votre fournisseur d'accès ne connaît pas. Et enfin, il n'a pas le droit de voir, si vous voulez, de vue dessus. Vous avez la solution du VPN. Tor. La quoi? La solution en général, les meilleurs sont payants, anonymes. Oui. Ce qu'on appelle un virtual private network, c'est Ouais. un réseau virtuel privé. C'est-à-dire que vous vous connectez avec un serveur. La transmission entre votre ordinateur et le serveur est cryptée sur en général 128 bits, donc c'est quand même assez bon. Votre fournisseur d'accès, personne ne voit ce qui transite par là, c'est entièrement crypté. Et à partir de ce serveur, vous pouvez vous connecter sur n'importe quel site. Ça, c'est un VPN. Mais actuellement, d'après ce que j'ai trouvé comme information, la censure sur les différents sites depuis le projet 11 septembre à la française, là, c'est une censure par les annuaires DNS. Alors, l'annuaire DNS, c'est un... Quand vous tapez une adresse dans votre barre d'adresse, ce sont des caractères, des lettres. Mais les serveurs, eux, ils ne comprennent que des chiffres, une adresse IP. Donc il va s'adresser à un annuaire DNS, et cet annuaire, lui, va lui donner, quand vous tapez ça, l'annuaire lui dit, bon ben voilà, il va se connecter à l'adresse IP en question. Alors il suffit d'aller dans certains paramètres de votre ordinateur, et vous pouvez changer l'annuaire DNS que va utiliser votre ordinateur pour trouver les adresses IP. Avant voilà, tout marche normalement. De toute façon, on verra ce que ça va donner tout ça. Quand on sera devant Oui, il y a le des problème, on notices qui essaiera sont de le faites pour régler. ça. Il y a plein de gens sur Internet. Une petite chose, comme vous disiez tout à l'heure, je me suis beaucoup intéressé au 11 septembre. C'est encore mieux l'histoire des passeports, c'est qu'il y en a eu qu'un qu'on a retrouvé, celui de Mohamed Atta. Et c'est pas qu'il n'était pas brûlé, il était brûlé, mais juste exactement de façon à laisser apparaître. Au bon endroit. Bien le numéro du passeport. Bon endroit. C'est Il faut savoir remarquable. aussi qu'on n'a aucune photo des pirates en train d'embarquer dans les avions qui se Et sont puis, envolés. rappelez-vous, tous ceux qui ont été emprisonnés à Guantanamo, ils ont tous été libérés les uns après les autres. Oui. Mais on n'a aucune photo. Les rares photos qu'on a d'embarquement, c'est quand ils prenaient le premier avion qui devait les amener jusqu'à la Guardia, d'où ils prenaient l'avion qui s'est planté. Donc, embarquant dans les vrais avions crachés, ou soi-disant crachés, on n'en a pas. Puis si ça amuse des gens, vous pouvez taper sur Internet, je pense que la vidéo doit toujours être disponible, Russ Wittenberg. C'est un commandant de bord. Il doit maintenant être à la retraite, il doit avoir 70 ans passés. Le type totalisait à l'époque plus de 30 000 heures de vol. Et il avait volé 2 ans sur un des 2 avions du Tour ou celui du Pentagone. Non seulement il avait volé sur le même type d'avion, mais il avait été commandant de bord 2 ans sur un de ces avions-là précisément. Un type qui a 30 000 heures de vol, qui avait été pilote pendant la guerre du Vietnam et tout, et qui dit dans une vidéo, mais ce qu'on nous dit sur le Pentagone, c'est totalement impossible. Un avion comme ça ne peut pas faire ça. Mais c'est évident. C'est évident. On peut tourner ça dans tous les sens, ça ne marche pas. Je voulais vous demander, les informations qui transitent par Internet, elles passent bien par des satellites, et qui contrôle ces satellites? C'est ça le... Oui, c'est évident, mais comment peuvent-ils contrôler tous les contenus? C'est ça le Ah oui, problème. c'est ça, les C'est ça le contenus. problème. Là, c'est des robots. Il y en a tellement, il y en a tellement. Alors évidemment, je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement, mais il y avait des mots-clés qui attiraient l'attention. Hein, Oui, par ça, exemple, c'était Échelon qui est devenu Prisme. C'est Échelon qui est devenu Prisme. Ouais. Écoutez. Tout ce que je peux vous dire, c'est tant que ça peut marcher, on fera marcher tel que c'est. Le jour où on sera devant un os, ben, on essaiera de contourner l'os. Oui, de toute façon, comme c'est des codes d'algorithme, il n'y a qu'à bidouiller le code. Hein, et puis, On verra. tracer, hein, On verra. avis, hein. Oui. Pour reprendre, non, mais juste pour reprendre ce que disait monsieur sur les aéronefs du 11 septembre. Bon, pour le Pentagone, on sait très bien, on a trouvé des restes de missiles de croisière. Donc c'est un missile de croisière, il y a des preuves. Pour le Pentagone. Pour le Pentagone. Oui. Pour les deux tours. Si vous allez sur Reopen 9/11, Oui, Reopen, alors, je voilà, connais. des ingénieurs, des techniciens, des pilotes, tout un tas de gens qualifiés, et notamment celui que vous avez cité, ils disent que n'importe quel avion de ligne, ils sont en aluminium, à cette altitude très basse au ras des flots, presque au ras des flots,
et à la vitesse quasi maximum, c'est-à-dire 800 à 900 km/h, n'importe quel avion de ligne classique se serait désintégré Intégré. avant d'atteindre la cible. Mais oui, bien sûr. Mais Et on là, en arrive, en tout cas j'en arrive, à me demander si les images qu'on nous a montrées ne sont pas des images virtuelles. Oui, alors il y a aussi la thèse, mais ça il n'y a aucune preuve, mais d'une complicité des médias anglo-saxons et ensuite français qui ont permis le bidonnage des vidéos. De Mais toute ça, façon, on n'en a pas la preuve. Par contre, on a un indice très important, c'est une journaliste britannique qui a annoncé avec 20 minutes d'avance l'effondrement du World Trade Center 7. ben, écoutez, vous me faites penser à une chose que je crois que j'ai oubliée dans ma conférence tout à l'heure, qui a le premier averti de l'attentat contre Charlie Hebdo? Oui, c'est ça. Les médias israéliens et le site sioniste GSS News. Oui, bah, ça, Ah, pas c'est le- curieux. Voilà. Mais pour ce qui concerne la Troisième Guerre mondiale, c'est quand même assez effroyable ce qu'on entend de votre part, mais aussi de la part de pas mal de gens. Donc Pierre Hillard, je voulais quand même vous signaler qu'il a fait une vidéo remarquable. Je ne vous défends pas Pierre Hillard, mais il a fait une vidéo entretien avec Pierre Hillard, bientôt le chaos, point d'interrogation, où là il se livre complètement. C'est-à-dire que en tant que catholique, il prévient les gens que c'est inévitable. Oui, alors, oui, Et je ne d'ailleurs, sais on pas ne si voit c'est pas- la même, si c'est la même que j'ai vue. Bon, il y en a plusieurs, mais il y en a une vraiment. Et c'est un entretien qu'il a passé avec Égalité et Réconciliation, dans lequel il dit on va vers le chaos. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'où sa fameuse thèse du survivialisme, qui consiste à se réfugier dans un endroit bien caché en montagne ou ailleurs, avec des vivres, donc des provisions et des armes. Ce à quoi j'ai répondu dans la politique, ou je crois dans une des dernières conférences, ben c'est pour être avec des armes, pourquoi ne pas s'en servir maintenant? Oui, enfin ça c'est pour le survivalisme. Oui. Non, c'est tout de même un curieux personnage. Mais c'est surtout Piero San Giorgio. Oui, c'est San Oui, Giorgio bah, surtout. oui, bah, d'accord, San Giorgio aussi. Bah, il est peut-être allé en Suisse. Il a- Par contre, monsieur Blanquer-Lassac, est-ce que vous croyez qu'on pourra éviter une troisième guerre mondiale? C'est quand même Ah ben je n'en sais chacun d'entre vous. strictement rien. Je n'en sais strictement rien. Je vous ai donné les éléments d'appréciation, le pourquoi du désir, donc de ces stratégies que j'ai dénoncées, de devoir trouver une solution par une guerre éventuelle mondiale pour contrer la stratégie de Poutine. Poutine a parfaitement compris, et Sergueï Lavrov, le texte que je vous ai donné en dernier, ils ont parfaitement compris où l'Amérique sioniste veut monder le monde et la Russie par la même occasion. Et ils disent, on ne marche pas. Ce qui est très dangereux, c'est qu'ils ont Mais bien entendu. encerclé la Russie. Alors, il ne ils leur ont reste essayé, ils n'ont pas tout aucune à fait réussi. La Géorgie, ça a marché quand même. Je ne sais pas pourquoi Poutine n'est pas allé plus loin, probablement parce qu'il était moins fort à l'époque qu'aujourd'hui. L'Ukraine, ça ne marche pas. Ça marche pas, et moi je pense que Poroshenko va sauter. Soit en douceur, soit violemment. Il va sauter parce que les Ukrainiens n'en peuvent plus. Ils refusent la conscription. Ils ont eu des pertes mais phénoménales dans le Donbass. Abandonner une quantité de matériel invraisemblable, il ne faut pas venir raconter que ce sont des armes russes. Oui, effectivement, ce sont des armes russes. Ce sont des armes russes qui étaient fournies à l'Ukraine avant. Et puis rien de nouveau. Donc, à mon avis, il va se passer quelque chose là-bas. Alors, envoyer l'OTAN, avec la France et son arme de dissuasion nucléaire, oui, mais tout le monde, tout de même, s'ils ne sont pas complètement fous, se dit, oui, mais attention, ça va nous tomber sur la gueule. Alors, je ne sais pas. Je vous ai donné les éléments de réflexion pour mettre en garde autour de vous, pour expliquer comment dire à vos amis comment vous êtes manipulés. Encore une fois, ça vient de la Macédoine, hein, les problèmes. En partie. En partie. Mais là, à mon avis, ça, pour la Grèce, je ne suis pas inquiet parce que le Tsipras, il va faire sa pute. Elle sera au plus d'un an. Alors, d'un côté, on nous dit qu'il se rapproche de la Russie. Peut-être intéressant, mais d'un autre côté, il fait très bien s'appuyer du côté de la communauté européenne.
Et pas plus tard qu'hier, on nous disait que oui, probablement, on allait trouver un terrain d'entente. Ben voyons. Ah bah oui, mais probablement. Les, Ça, c'est- les Grecs, comme tous les bons peuples, vont être les couillons de la farce. Comment expliquez-vous l'attitude de Poutine? Pardon? L'attitude de Poutine. Il Oui. n'est pas allé à Auschwitz. Deux. Il a fait. Pardon, c'était. C'est sur la Grèce. Ah oui, oui. Oui. Excusez-moi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Tsipras il va nous donner l'ardoise à nous, peuple européen? Mais bien entendu, mais évidemment, mais évidemment. Et c'est pour ça que Angela Merkel, qui est une bonne comptable, dit niet. Enfin, nein, plutôt. Nein. Comment? Attendez, vous faites trop de bruit. Ah bah Hollande, Hollande. Voyons. Il dira ce qu'on lui dira de dire. Oui, Vous voulez dire quelque chose? L'attitude de Poutine, un, qui n'est pas allé à Auschwitz, deux, qui a fait parler du nombre de morts qu'on ne peut pas donc bien vérifier, et troisièmement, le mode d'exécution, il n'a pas parlé de Champagne. Ben exactement, mais j'en ai parlé ce matin lors de notre entretien. Ah bon, et Donc vous verrez ça sur Internet prochainement. Et quatrièmement, il déclassifie 15 documents. Alors qu'est-ce qu'il y a dans Tout ces à fait. documents? Ah ben justement. Mais à mon avis, tout ça, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu, exactement. Un jeu. C'est du chantage. Tu me chatouilles? Mais je peux Attention, lâcher attention. Tu vas voir ce que tu vas attraper sur la gueule. le truc. Je vais vous faire. parce que C'est pas autre chose. Maître Delcroix, que vous connaissez, Oui. a dîné il y a 30 ou 35 ans avec Arnaud Brecker et Madame Christian, qui était la secrétaire personnelle d'Hitler, qui parlait très bien français. Ils ont dîné ensemble à Paris. Ils ont parlé français. Et elle a dit, j'ai eu en main, au quartier général, enfin pas la chancellerie, au quartier général, des documents, assistés à des conférences, qui prouvent qu'il n'y a pas eu de Shoah. C'est-à-dire des documents, enfin, on se plaignait de la... Il fallait augmenter les productions industrielles, on disait davantage de morts, réduire les morts dans les camps. Il y avait des ordres pour réduire la mortalité dans les camps. Il est dit, si on sort ça, et c'est les Russes qui les ont. Ils ont des documents. C'est pas exclu. Si Ah non, les mais sortez, c'est plus- on n'a pas fini de s'amuser, je vous garantis. Peu de gens On a se fini de souviennent qu'il y s'amuser. avait une maternité à Auschwitz. Pardon? Peu de gens se souviennent qu'il y avait une maternité à Auschwitz. J'ai connu une fille qui était née à Auschwitz. Mais Il des y a une association des hommes. Il y a une- Mais il y a vous savez quelle est ma thèse là-dessus? Il y a une association qui tous les ans se réunit à New York. Est-ce que vous savez quelle est ma thèse là-dessus? Je ne crois à rien de cette histoire-là tant qu'on n'a pas fait la reconstitution du crime. Exactement. Point à la ligne. Il y a quand même eu des massacres épouvantables en Europe de l'Est. Dans les pays baltes. Évidemment, les guerres, il y a toujours des massacres, hélas. Excusez-moi, monsieur, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, les documents de Poutine. Alors, il y a peut-être autre chose, parce qu'à ce qui paraît aussi, c'est bien dans notre sujet, la Russie possède des images satellites Tout à fait. qui contrediraient la version officielle Tout à fait. du 11 septembre et qui mettraient bien en avant que Ah, il y a c'est un peut-être ça aussi. inside job, Tout à un fait. travail maison. Donc, ça peut-être qu'ils vont le faire, Ah oui, parce mais que là, ils se sont... C'est du chantage. Donc, Non, non, mais je me dis, c'est de l'escrime. L'un porte une botte, l'autre part Oui, oui. et renvoie. Non mais attendez, ça aura quoi en gros comme impact? Pas tout le monde en même temps. Ça n'aura aucun impact. Si demain Poutine dit nous on a 100 000 preuves à vous avancer que le 11 septembre c'est une bêtise et c'est une connerie, enfin l'Occident va évidemment résister à ça. Et ça sera... Ah oui, sauf s'il y a tout de même des images démonstratives. Bon, ce ne sera pas la masse. Mais les Ce sera pas la masse. Et De ça le toute mettra dans façon, une situation Poutine joue aux échecs. Ouais. Tout à fait. C'est Un jeu d'échecs. Ouais. Et donc, son rôle... Rappelez-vous, puisque vous êtes Son un rôle, fidèle il- depuis longtemps, Oui. hein, c'est à la fois ma vision, et je constate avec plaisir que c'est la vision de Poutine. Il est quoi? Il est champion de judo et il est joueur d'échecs. Tout est là. Tout est là. Le judo, c'est quoi? C'est utiliser la force de l'adversaire pour le faire basculer. Et n'oublions pas ce qui s'est passé en 1917. On a fait des concessions, enfin la Russie a fait des concessions énormes à l'Allemagne, à la Prusse, quoi. Et 20 ans après, Staline avait tout piqué. Hein. Bon. Non, c'était à propos de Pierre Hillard et de ses affirmations sur Poutine. Je n'ai pas toutes les références ici, mais il y a une chose, par exemple, qui est souvent, qui argue souvent pour soi-disant diaboliser Poutine, c'est qu'il aurait eu le titre de soi-disant, comme il dit, citoyen d'honneur de la City. Ce
qui en réalité ne veut rien dire. C'est Mais évidemment. Mais, oui, mais sauf qu'il suffit d'aller sur Internet et de chercher, il y a des pages consacrées à ça, Honorary Freemen of the City of London, et puis vous avez de quoi remplir la manière. Toute l'équipe de waterpolo d'Australie, Ça veut strictement rien dire. Évidemment, évidemment. Évidemment. C'est comme quand Hillard utilise. C'est comme quand Hillard utilise. Je sais pas, il est allé chercher de cette traduction d'ailleurs, que Poutine serait partisan d'une alliance supranationale. Donc c'est un mondialiste. C'est pas du tout ce qu'il Je regrette beaucoup, mais ça colle pas. C'est pas parce qu'il a fait une alliance avec la Chine, avec l'Inde, les pays du BRICS en général, Union euro-asiatique, etc., qu'il est un mondialiste ou un supranational. Vous imaginez la Russie ou la Chine ou l'Inde abandonner leur souveraineté? On va rigoler quand même. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, ceux qui n'ont pas encore pris de livre, oui. Juste un conseil pour ceux qui ont assisté à votre conférence. Il y a un site qui s'appelle Mondialisation CA, comme Canada, où il y a toute une série d'articles fondamentaux sur la politique des États-Unis, la politique d'agression vis-à-vis de la Russie. Il faut vraiment lire ces articles. Écoutez, c'est gentil. Pouvez-vous m'envoyer sur mon mail, puis je crois que vous avez pris la politique, vous m'envoyez sur notre mail toutes ces références. Hein? Parce que là, je n'ai pas le temps de noter tout ça. On peut vous l'envoyer sur Oui, votre... oui, mais bien sûr. Mais écoutez, si vous avez des documents, ne vous privez pas de m'envoyer ces documents. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est avec tous nos abonnés ou correspondants divers, de France ou d'ailleurs, qui nous envoient des documents et des documents. Tout ce que je vous ai sorti, c'est pas par hasard. C'est que je reçois ça ou que moi et mon équipe l'avons lu et on sort ça. Hop. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez des documents, vous les envoyez. Voilà. Eh bien, écoutez, merci.